Dans le Maramuresh. Maramuresh, c'est la région où nous sommes. Siget, c'était la capitale historique. Maintenant, ce n'est pas le chef-lieu du district parce que c'est Bayamare. Mais là, le chef-lieu du district, pendant 7 siècles, c'était Siget. Et la région s'appelle Maramuresh. Le Maramuresh a été un des foyers de la résistance anticommuniste de Roumanie. Parce que c'est une région de montagne, partiellement, mais aussi par le caractère de ses habitants. Alors, c'est évidemment pas seulement Maramuresh, Făgăraș c'était un autre, Banat c'était un autre, Bucovina c'était un autre, mais parmi les plus forts c'était le Maramuresh. Et ici, il y a plusieurs catégories de personnes qui se sont opposées au régime communiste d'une manière ou d'une autre. On peut parler d'une résistance politique, on peut parler d'une résistance armée, on peut parler d'une résistance spirituelle, des gréco-catholiques, parce que la région était presque 100% gréco-catholique, en ce qui concerne les ethniques roumains. Mais tous ces types de résistance se sont en fait mélangés, parce que les mêmes personnes défendaient aussi la liberté, défendaient aussi la foi, défendaient aussi la propriété, défendaient la dignité, si vous voulez. En 1948, mon père était un très très jeune professeur de lycée. Il avait 22 ans. Il enseignait comme professeur provisoire parce qu'il n'avait pas d'études de spécialité. Il enseignait la chimie et la physique et la langue italienne. En même temps, il étudiait le droit à Cluj. Alors, il allait devenir avocat probablement, mais il a été arrêté avant de pouvoir finir ses études. Alors, étudiant à Cluj en droit et à Siget, professeur de lycée, parce qu'il n'y avait pas de professeur après la guerre, alors il enseignait la physique et la chimie. Avec quelques élèves, un petit groupe de ses élèves, il a formé un très petit groupe de résistance anticommuniste, très petit groupe clandestin qui n'est pas finalement fait grand-chose, que quelques réunions secrètes. Mais qui, en principe, auraient voulu rejoindre les partisans des montagnes, mais ils ne sont pas arrivés à faire ça. La Securitate les a découverts. Securitate, c'est le KGB roumain, pour ceux qui ne savent pas. La Securitate les a découverts. Ils étaient arrêtés, emprisonnés en août 1948. Le 29 août, ils ont été amenés ici à la prison de Siget. Je précise le 29 août parce que depuis presque 30 ans, ils se réunissent chaque 29 août dans cette cellule. Bon, mais il y a déjà seulement 2 survivants, alors ça n'a pas plus grand avenir, mais il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y avait encore beaucoup qui venaient chaque année. Moi aussi, je venais avec mon père, et puis après la mort de mon père, je venais pour rejoindre les camarades de mon père. Alors, il y avait une réunion, un moment de prière et de commémoration ici, chaque année, le 29 août. Comme je vous disais, mon père avait 22 ans, les élèves avaient 16 ans, 17 ans, 15 ans, et leurs photos sont sur les murs latéraux. Alors, ces photos grandes photos avec noir, sont dans les murs latéraux. Celui-ci, il est encore vivant, M. Mandistor, il est professeur de français à Târgu Mureș, il a 86. 96, parce qu'il est né en 29, oui, c'est ça. Et M. Dunca Ioan là-bas, il vit aussi à Vișeu. Alors il y a encore 2 survivants, le groupe avait 18. Et il s'est appelé, la Securitate l'appelait le groupe Vișovan, c'est le nom de mon père comme chef du groupe. Alors, ils ont été jugés à Cluj et condamnés à des différentes peines de prison. La plus grande, c'était pour mon père, 10 ans, et puis les autres, à 5 ans, 3 ans, etc. Ils ont été transférés dans d'autres prisons du pays. La plus dure prison, c'était à Pitești. Pitești n'est pas loin de Bucarest, c'était la prison pour les étudiants. Et parce que mon père était étudiant, il est arrivé à Pitești
où c'était la plus atroce torture. C'est un sujet, il faut beaucoup de temps de parler. On considère Pitești la plus atroce prison de Roumanie parce que pendant 2 ans, c'était ce qu'on appelle le lavage de cerveau par la torture continuelle, jour et nuit, etc. Et puis les tortures psychologiques, etc. Finalement, on ne pouvait pas sortir vivant et normal là-bas. C'était des traumas psychiques incroyables. Et mon père a eu aussi ça. C'était incroyable ce qui s'est passé à Pitești. Pour les élèves, c'était Târșor près de Ploiești, était, disons, un peu moins dur. Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'après, ils ont été amenés au canal Danube-Mer Noire pour des travaux forcés. Qu'est-ce qui s'est passé à Sighet après leur arrestation? Les collègues de lycée de ceux qui étaient arrêtés ont dit « Nous voulons continuer le combat ». Alors, ils se sont organisés, mais ils ont été très vite découverts. Une partie sont arrivés dans les montagnes qui sont proches de Sighet. Donc, il y a deux localités importantes, Ieud et Dragomirești, qui sont à plus ou moins 40 km de Sighet. Et le paysage permettait qu'ils se pouvaient cacher plus facilement, aidés par les paysans de la localité. Et ils ont formé quelques petits groupes, ils avaient quelques fusils qui ont été abandonnés par l'armée allemande au cours de la retraite, ou l'armée hongroise, ça n'a pas d'importance. Et ici, on voit les groupes de partisans, disons. Le premier groupe qui était, Vasile Popșa était un jeune de Sighet, bon ami avec mon père, une personne de très profonde spiritualité. Il a été fusillé en 1949. Les autres ont été arrêtés ou ils sont cachés de nouveau. Ils ont rejoint d'autres groupes de partisans qui étaient plus à sud, groupe Țibleșu. Ici, on voit aussi des photos des partisans de là-bas. Le groupe Dragomirești, presque la même chose. Alors, dans la plupart des villages, il y avait des réactions de la population comme ça, ou des jeunes qui rejoignaient les partisans, les paysans généralement qui s'opposaient à la collectivisation, les prêtres gréco-catholiques qui étaient suivis et ils se cachaient pour ne pas être arrêtés parce qu'ils ne voulaient pas passer à l'église orthodoxe. Aussi des cas individuels de résistance, il y avait aussi des personnes qui combattaient seules parce qu'ils se considéraient persécutés. Et dans l'autre mur, vous voyez les gens qui les ont aidés. Vous voyez là-bas des paysans, des femmes, des gens qui ont été arrêtés eux-mêmes parce qu'ils ont caché des partisans, parce qu'ils ont donné de la nourriture, parce qu'ils ont donné des informations. Alors, la sécurité a arrêté absolument tout. Alors, il y a plus de 100 personnes, et là-bas, et plus tard aussi d'autres. Il y a encore vivants 3 ou 4 de ces personnes. Alors ça, c'est la résistance dans le Maramureș. Bon, c'est l'essentiel parce qu'il y avait beaucoup d'autres qui ont été arrêtés pour 1 jour ou 2 jours. Quand la sécurité ne pouvait pas attraper les partisans, alors ils arrêtaient leurs mères, leurs sœurs, leurs parents, ils les battaient, c'est comme ça, alors finalement ils se rendaient seuls parce qu'ils ne pouvaient accepter la torture de leur mère ou ça. Alors il y avait finalement des milliers de personnes qui ont été arrêtées pour des courtes périodes, mais ceux qui étaient condamnés dans des tribunaux communistes sont plus ou moins ceux que vous voyez dans cet espace. Dans la mesure où on a pu obtenir des photos après la fondation du mémorial. Comme vous voyez ici, il y a aussi des pages blanches, parce qu'on n'a pas pu, vraiment, on n'a pas trouvé des personnes de la famille ou des personnes proches, alors on n'a pas pu trouver une photo de la personne respective. Alors on la connaît, on sait, il est dans le document, mais on n'a pas pu trouver. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon père? Après Pitești, était dans la prison de Gherla, où les tortures ont continué, puis une période plus longue à la prison d'Aiud, où il a été très très malade de tuberculose. Il était même dans le soi-disant salon de la mort, alors les malades en phase terminale étaient mis là-bas, mais il n'est pas mort.
Puis d'autres années de prison de Satomark, on a mis en scène un nouveau procès avec des condamnations plus grandes, accusé de vouloir se réorganiser, etc. C'était absolument faux. Et il a reçu 25 ans de prison. Le procureur a demandé même la peine de mort pour un certain poème qu'il a composé en prison. Finalement, il a reçu 25 ans, réduit à 18 ans. Finalement, est libéré en 64. Plutôt mort que vivant. Très, très malade avec les poumons, avec le foie. Très très maigre, finalement il revient, il ne savait plus si sa mère était en vie ou non. Pendant 16 ans, dans les prisons communistes, il n'y avait aucune communication avec la famille. Ça n'existe pas dans le régime communiste. Alors sa mère ne savait pas, beaucoup d'années ne savait pas si son fils est vivant ou non. C'était absolument interdit de savoir dans quelle prison était. Encore davantage, la sécurité lançait des rumeurs qu'un ou autre est mort, un ou autre est parti à l'étranger. Alors il y avait beaucoup de mensonges qui venaient comme ça pour décourager la population ou pour provoquer, pour voir qui sympathise, etc. Non, alors c'est vraiment pendant 16 ans n'avoir pas d'informations. N'avoir pas d'informations. C'est très... Désinformation. Oui. A été très émouvante, ça, la rencontre avec sa mère, quand il est revenu à la maison. C'était incroyable. Il a même écrit un petit poème pour sa mère. Oui, c'est ça. Alors, en 64, très malade, il est revenu ici à Sziget. Il s'est marié avec ma mère en 66. Moi, je suis né en 67. Il a essayé de se adapter à la situation, de trouver un travail. C'était très humiliant. Finalement, bon, il a trouvé un travail parce que dans le communisme, il n'y a pas de chômeur. On ne pouvait pas être sans travail. Donc finalement, un travail au bas niveau, finalement, il a essayé de continuer ses études en droit. Il a été refusé pendant 8 ans. Chaque année, il faisait la demande. Chaque année, il disait c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Il avait déjà 3 années d'études en 48. Il a voulu normalement continuer. Non, c'est pas possible. Finalement, on lui a permis d'étudier sciences économiques. Ce qu'il n'aimait pas beaucoup, mais il l'a fait finalement. Il a réussi à finir ses études. Il a travaillé comme économiste dans une fabrique ici à Sziget. Mais très, très tôt, sa santé s'est de nouveau, à cause des problèmes de la prison, il est tombé de nouveau très malade en 1980. Moi, je me souviens déjà, j'avais 13 ans quand il était très, très, très malade. Alors, il était retraité par des raisons médicales, avec une retraite absolument petite, parce qu'il avait très peu d'années travaillé. Mais le Seigneur l'a gardé, il a continué à vivre jusqu'en 2002. Alors, très malade, mais il a survécu encore 22 ans. Il a vu la partielle liberté depuis 1989. Il a vu ses petits-enfants. Et il a aussi écrit un livre qui malheureusement n'est pas traduit en français sur les 16 années de prison. Les autres, ses élèves aussi, 2 sont morts en prison, mais les autres sont revenus à Sziget. Une partie ont changé d'adresse. Et ça, en principe, c'était une bonne chose, parce que s'ils déménageaient dans une autre ville, les pressions étaient moins dures. Mais dans la ville où tout le monde savait que tu étais opposé du régime, alors ta vie était très dure. Bon, finalement, une partie sont restés à Sziget, une partie sont allés à Constanța, Bucarest, Timișoara et d'autres villes. Et la plupart ont survécu jusqu'en 89. Et comme je vous ai dit, ils venaient chaque année pour se rencontrer ici et prier ensemble dans la cellule de leur souffrance de jeunesse, disons, de tout ça. Alors, Maramureș, c'est vraiment un des foyers de la résistance anticommuniste. Il faut dire 2 choses sur les prêtres. Parce que la région était totalement gréco-catholique ici, il y avait beaucoup de prêtres qui ont refusé d'abandonner la foi catholique. Alors, il y avait
plusieurs prêtres en prison, il y avait plusieurs prêtres avec les partisans dans les montagnes, il y avait plusieurs prêtres cachés pendant des années jusqu'au moment où ils étaient attrapés. On connaît quelques cas, moi j'ai connu aussi des prêtres qui étaient en prison et qui parlaient des tortures qu'ils les ont infligées. Même le doyen de Sziget, d'après 89, Père Kotikon, qui a été torturé. La résistance catholique et la lutte anticommuniste, c'était pratiquement la même chose dans le Marmorèche. C'est ça. On ne pouvait pas être anticommuniste et abandonner la foi catholique, ou être la foi catholique ou être favorable au régime. C'était pas possible. Alors ça, c'était pratiquement la même chose. Moi, j'ai écrit un article sur ce sujet-là il y a quelques années. Sur mon père, une seule conclusion, c'est sa conclusion. Sa vie a été un miracle, d'une certaine manière. Parce que après les tortures de Pitești de Gregla, il était très très malade, mais aussi très angoissé. Les traumas psychiques étaient absolument incroyables. Il croyait toujours qu'il ait survécu, toujours que d'autres tortures allaient à suivre, etc. Il soupçonnait tout le monde. Et finalement, dans la prison de Baia-Sprie, 1952, dans une nuit où il avait une grande fièvre, il a vu une croix en flamme, une croix en flamme sur le mur de la cellule, et vraiment c'est un processus inverse qui s'est déclenché, et pratiquement toute terreur et toute peur ont disparu. Alors il a continué à rester en prison encore 11 ans, mais avec une morale extraordinaire. Et il appelle ça un miracle, c'est de Baia-Sprie. Non, il a bien sûr beaucoup prié en prison. Il disait que sa spiritualité était très complexe. Chaque jour, c'était un saint. Bon, mardi, c'est Saint-Antoine, bien sûr. Chaque jour, c'était dédié à Sainte Thérèse, etc. Et Saint Ignace de Loyola. Et il a été libéré de prison le 31 juillet. Bon, alors, mon père a vu des signes du ciel dans toutes ces incroyables expériences de sa vie. Et il a vécu comme ça. Il faut dire que dans les périodes plus dures de torture, les détenus sont arrivés à ne plus pouvoir prier. Vraiment, si il essayait de prier, des traumas psychiques se mettaient en place, mon père parlait, il commençait à crier, j'ai prié, je vais me autodénoncer au tortionnaire que j'ai prié, je sais que j'ai fait une chose illégale, j'ai prié. Non, ils étaient arrivés presque fous, c'est ça la réalité, surtout à Pitești, c'est passé ça. Non. Alors c'est les témoignages des survivants de ce coin de l'enfer, disons, de la Roumanie communiste. Moi, je l'ai connu quand il était déjà assez âgé, assez malade. Je n'ai pas vécu sa période de jeunesse, je connais les histoires qu'il m'a racontées et puis qu'il a écrites après. Je le considère un homme très bon. Moi, j'ai admiré mon père et grâce à Dieu que je suis arrivé à quand même le connaître assez longtemps et que mes enfants l'ont aussi connu. Et, ma mère était la force de résurrection. Je peux dire que ma mère a ressuscité mon père parce que après être libéré de la prison, il disait, pourquoi je vis encore? Pour m'intégrer dans le régime que j'ai combattu, pour m'humilier devant les responsables du parti. Pourquoi? Pour le peuple qui est terrorisé et qui ne me reconnaît pas. Pourquoi je vis encore? Mes camarades, les autres sont morts en prison. Moi, je suis vivant, mais pourquoi faire? Et bien sûr, l'amour de sa mère a beaucoup compté aussi, le fait qu'il a regagné sa mère après ça. Mais après qu'il a connu ma mère, son épouse, et il s'est marié,
Alors vraiment, il a eu une nouvelle motivation. Et c'est toujours le rôle de ma mère de le réconforter. Mon père parfois avait des cauchemars. Il rêvait qu'il était de nouveau en prison, avait des cauchemars. Et ma mère disait, non, sois tranquille, tu es ici, c'est bien, nous sommes... Et mon père, après s'avoir réveillé, il disait, ah, j'ai cru que j'étais à Pitești. J'ai cru que j'étais à Pitești. Non, alors, ma mère, c'était l'instrument de Dieu pour le... Non, et puis, je suis né en 67 et ça l'a bien... Bien sûr, même là, dans la période de liberté, il était appelé pour différentes enquêtes à la sécurité. Il n'a pas torturé. Après, ça n'a pas torturé, mais demandé, est-ce que vous avez été à Bucarest? Oui. Pourquoi? Pour des raisons de travail. Mais à Bucarest, vous avez rencontré un tel ou un tel. Mais je ne parlais rien de politique. Non, 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 ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce que vous avez parlé? Il y avait une certaine forme de terreur qui continuait aussi après pour que les anciens détenus sachent qu'ils sont encore surveillés et que chaque mot peut être interprété. Alors ça, c'est aussi assez dur de résister à cette pression de se savoir toujours surveiller. Et ça a continué même dans les années 70, 80, mais il n'a pas été arrêté de nouveau. Non, je crois qu'en ligne générale, je suppose que mon français a été acceptable.